Nous voilà aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler de notre Erasmus à Madrid. Toi c'est Solène, chanter. moi c'est Marie. Et on est là pour vous parler de notre expérience en Erasmus à Madrid il y a maintenant 3 ans et demi. Ça date, donc on a du recul là. Voilà, là on a une vraie expérience, là on sait de quoi on parle. Et voilà, on va vous donner un petit peu les informations pratiques à avoir si vous voulez faire un Erasmus en Espagne. Alors c'est parti. Je suis partie en Erasmus à Madrid dans le cadre de ma dernière année de licence en LEA, langue étrangère appliquée, spécialité commerce international, et j'étais à l'université de Rennes 2. Et j'ai fait du coup mon Erasmus à l'université Pontificia de Comillas à Madrid. J'ai fait LEA à Metz, donc spécialisée en commerce international. Et j'ai choisi aussi Madrid et Pontificia de Comillas. Et après dans notre université, chacune on avait plusieurs choix qu'on pouvait émettre. Donc quand vous allez commencer à faire vos choix de ville, généralement, nous c'était le cas, on avait le droit à faire une petite liste des villes où on voulait aller. Et après, selon votre spécialité et vos notes, ils vont choisir pour vous quelle ville serait le plus intéressante par rapport à votre profil, ou selon le nombre de places aussi. Ouais, le dossier. Le dossier Le dossier. et le nombre de places. Par exemple, je sais que moi c'était un peu compliqué pour avoir Madrid, puisqu'il n'y avait qu'une université et une place. Et il y a des villes, par exemple, qui sont plus petites, où il y a plus de places. Madrid, moi déjà il faut savoir que j'ai pas choisi Madrid au début, c'était pas mon premier choix. C'était vraiment Barcelone, sauf que on pouvait pas avoir cette destination pour les étudiants qui étaient en commerce international. C'était seulement pour les étudiants qui étaient en traduction, donc j'ai un peu choisi Madrid par défaut. Est-ce que j'ai regretté? Pas du tout, au contraire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Madrid. Bah moi c'était mon premier choix, puisque de toute façon on n'avait pas Barcelone, donc la question ne se posait pas. Et en vrai je préférais vraiment Madrid, ça m'avait l'air beaucoup plus chaleureux et cosmopolite comme ville, mais ça dépend de vous, de comment vous vous sentez par rapport à une ville, ce que vous attendez ou pas. Par exemple, si vous voulez la mer, clairement, Bah n'allez pas à Madrid en fait. voilà, vous allez être super frustré et plutôt privilégier des villes côtières, par exemple Alicante ou Barcelone ou Malaga, par exemple. Comment est-ce qu'on se prépare à partir à Madrid en termes d'administratif et de choses à fournir pour son dossier? Il y a tout d'abord une lettre de motivation à faire, donc avant d'être sélectionné, bien sûr, pour montrer qu'on a un vrai projet et pourquoi on doit être choisi et pas une autre personne. On a aussi, bien sûr, des demandes de bourse à faire, parce qu'il faut savoir qu'on est éligible à une bourse Erasmus+, en tout cas en Europe. Et si on est boursier du Crous, ça peut s'ajouter, et il peut aussi y avoir des bourses régionales. Donc moi, c'était la bourse de la Bretagne, la région Bretagne par exemple. Toi, c'était? Moi aussi, c'était la bourse Grand Est. Vous pouvez être éligible à cette bourse, donc la bourse Grand Est, la bourse Ami, et en plus toucher votre bourse Crous au moment de votre échange. Voilà, et une fois que vous avez la réponse, en tout cas pour les bourses, il y a un budget qui est demandé, donc c'est-à-dire que vous allez devoir remplir un dossier où vous décrivez bien le budget que vous avez pour votre logement, pour vos transports, pour votre vie sur place, pour oui, l'avion peut-être même pour venir, je sais pas, ça dépend. Mais en fait, en fonction aussi, on vous attribue une bourse avec, en fonction des critères dont vous avez besoin. C'est-à-dire, si vous avez tel budget, il y aura une certaine bourse qui correspondra à votre demande en fait. C'est ça, mais après, gonflez pas la caisse et on les dépense parce qu'au final, ils vont quand même vérifier si c'est vrai Après, ou un non. peu. Oui, Oh, mais pas un trop. peu, mais pas trop. Ne mettez pas des prix de zinzin, quoi. En Voilà. fait, c'est ça, il faut des choses qui soient crédibles par rapport au coût de la vie sur place. Vous pouvez pas mettre des choses qui soient super chères si au final, enfin, on sait que par exemple l'Espagne, ça fait partie des pays où c'est quand même les moins chers, en tout cas même par rapport à la France, nous on a quand même vu une différence. Même si Madrid c'était une capitale, donc il y a quand même des choses assez chères. Dès que vous avez votre réponse, on vous conseille de vraiment commencer tout de suite à prospecter par rapport à votre ville. Par exemple, déjà prendre de l'avance au niveau du logement, regarder quelle agence vous pouvez les contacter, mais faire attention aussi qu'il y ait vraiment des bonnes vidéos sur votre logement. Ou alors vous allez directement là-bas. Donc une des choses que vous pouvez faire, c'est prendre vraiment Airbnb au moment où vous y allez pour pouvoir vraiment voir votre logement.
On parlera des logements après, pour moi en tout cas à Madrid. Ensuite, par rapport à votre numéro de téléphone, peut-être faites un forfait international, déjà en avance. Et aussi, on va vous demander assez tôt de choisir vos cours. Donc vos cours, vous allez pouvoir les mettre sur une grille. Ça va correspondre à des ECTS, je crois que c'est 60 pour un semestre. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez les choisir selon les crédits que vous avez aussi en France. Il faut que ça soit à peu près pareil pour que vous ayez à peu près le semestre équivalent. Ouais, voilà. Et ensuite, un autre conseil que je ferai, c'est vraiment dès que vous pouvez prendre vos billets d'avion, prenez-les. Même si c'est un peu en avance, ne ratez pas la rentrée. Les pré-rentrées, quand vous êtes en Erasmus, faut les prendre, faut pas louper le coche. C'est vraiment le moment où vous pouvez vous faire plein d'amis. On serait pas là sinon. Sinon, on serait pas connus. Et vous pouvez tout de suite comprendre vite quel campus vous allez avoir, etc. Parce que des fois, il y a plusieurs campus au niveau de l'université. Et franchement, c'est chouette de faire partie directement du groupe Erasmus dès que vous arrivez. Donc, pour ce qui est des logements, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est pas forcément facile, mais il faut savoir aussi qu'il existe des groupes sur, je crois que c'est Facebook, et même d'autres, où vous pouvez déjà voir, par exemple, c'est les Français à Madrid, je crois. Et donc il y a déjà un petit peu des bons plans de logement en fonction des personnes qui étaient déjà en échange le semestre d'avant. Vous pouvez voir s'ils cherchent par exemple une nouvelle personne dans une coloc et vous pouvez comme ça intégrer un nouveau logement. Mais il y a aussi d'autres sites ou agences où vous pouvez déposer un dossier, je dirais. Par exemple, il y a l'agence Spot a Home sur internet. Vous allez sur le site et en fait c'est un peu une mise en relation entre des agences et des particuliers et en fait ils vont vous filmer les logements donc pour prouver que c'est vraiment des logements de qualité. Après bien sûr il y a des frais d'agence, c'est 150 € mais au moins si vous êtes assez inquiet avant de partir et vous voulez être sûr d'avoir un logement de qualité, franchement c'est la meilleure chose à faire. La plateforme Erasmus, elle a très bien fonctionné pour des amis à moi, mais pour moi pas du tout. J'avais réservé du coup en avance en voyant les photos d'un logement. Et au final, le logement, quand je suis arrivée, c'était pas du tout pareil que sur les photos, c'était vraiment très petit. Donc, moi je conseillerais vraiment pour le coup de prendre soit l'option de mari, soit vraiment de prendre un Airbnb. Parce que quand ça m'est arrivé, du coup, j'ai cassé le contrat. J'ai pas eu ma caution, j'ai payé en avance. Ne payez jamais en avance, vraiment. C'était naïve et jeune. Vous prenez un Airbnb, prenez le temps qu'il faut pour faire ça. Vous pouvez aussi aller sur Idealista, c'est comme ça que moi j'ai trouvé un second logement avec des gens qui étaient natifs, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui venaient d'Espagne et qui travaillaient, etc. Donc ça cassait un peu ma dynamique de Erasmus. J'avais pu choisir déjà en amont. Avec le recul, vraiment, moi je vous conseille de partir avec des gens qui vont étudier comme vous. Parce que vous pouvez vraiment profiter pleinement de votre expérience. Dites-vous que c'est vraiment une expérience où vous aurez le temps plus tard d'être avec des natifs un autre jour ou je sais pas. Forcez-vous à vous faire comme des amis espagnols, etc. Mais c'est important. Voilà, mais vraiment, votre coloc, si elle est internationale, c'est parfait. Vous n'êtes pas qu'avec des Français, c'est français. Mais moi, je vous conseille vraiment à 1000% de suite vous mettre dans une coloc internationale. Franchement, vous allez trop aimer. C'est la meilleure chose. Voilà. C'est ce qu'on a fait, du coup on a expérimenté les deux. Marie dès le début était avec les internationaux et après quand elle est revenue au deuxième semestre, on s'est mis en coloc avec du coup un des appartements qui était en dessous du sien que tu voulais avant. Et là on a fait plein de connaissances et franchement c'était génial. Et après au niveau de l'endroit de votre logement par rapport à Madrid. Nous on peut vous conseiller surtout de chercher des logements plutôt dans le centre, je dirais. Même si ça peut être plus cher, il y a quand même certains quartiers qui sont plutôt pas mal. Par exemple, autour d'Opéra et de Sol, c'est plutôt bien. Malasaña aussi. Et après, tout ce qui est vers Grande Via, où on était, c'était quand même très bien. Après, forcément, c'est un petit peu plus cher. Mais si vous voulez vraiment être dans le centre et que tout soit accessible, c'est vraiment la meilleure chose. Ça, faut se dire que vous, sûrement, vous allez avoir plus d'aide que la majorité des étudiants en Espagne. Faut en profiter pour prendre un bon appartement quand même. Et aussi, si jamais vous voulez pas être forcément au centre, etc., il y a des zones qui sont pas si loin du centre et qui sont assez accessibles.
Et surtout au niveau des lignes de métro, si vous êtes vraiment à côté d'une ligne de métro, ça c'est le mieux parce que vous pouvez directement accéder au centre-ville ou à votre campus assez facilement. Par exemple, à Atocha, c'est vraiment très bien desservi. Après, vous pouvez aussi aller la Plaza d'Espagne. Il y a aussi Templo de Bod. Après, vous pouvez très bien aller vers le Retiro. C'est assez accessible. Il y a aussi Delicias aussi. Ouais, Delicias, il y a beaucoup de bus. Donc en fait, en soi, je pense que mettez-vous près vraiment du centre et surtout, vous vérifiez bien qu'il y a des bus ou des métros. Ça va vous sauver la vie. Et même si même vous sortez le soir, vous pouvez peut-être rentrer avec des bus de nuit. Donc ça c'est intéressant si vous sortez souvent. Sinon il y a des Uber, c'est très simple pour rentrer la nuit. Et aussi regardez par rapport à votre campus. Il y a des campus partout dans Madrid. Par exemple le campus Europa, il est vraiment très très bas et très très excentré. Ouais, c'est même pas vraiment dans Madrid. Donc c'est soit vous faites un choix, soit vous allez près de l'université, soit vous êtes dans la ville et là vous profitez vraiment de la ville de Madrid, ou soit vous allez près de votre université mais vous risquez d'avoir une vie assez monotone et que dédiée aux études. Et après, par exemple, si vous avez un campus qui est plus haut, par exemple, nous on avait notre campus Comillas qui était très haut, parce qu'on était dans la partie plus en communication en fait. Exactement. Du coup, on était vraiment en haut, dans le nord de Madrid, et on était pas loin aussi de l'université Autonoma qui est à côté, et il y a aussi l'université de tourisme qui est aussi dans cette zone-là. Donc en fait, vérifiez bien votre université et votre campus, c'est important. Là, on va vous parler des notes et de notre expérience à nous par rapport aux notations de Comillas, qui est une université privée. Du coup, ça, faut bien le prendre en compte parce qu'une fois que vous allez passer le bachillerato, donc le baccalauréat en Espagne, c'est soit vous allez dans l'université publique, donc là, ils vont se baser sur vos notes. Si jamais vous avez une université privée, vous payez et C'est ça pas les passe. notes. Du coup, nous on n'a pas payé. Non, nous on a quand même, nous, franchement, des gros rats de France. Pensez à ça. Vous pouvez partir dans des établissements privés en Espagne et payer juste les frais de la fac publique en France. C'est ça. Bon, au niveau de votre niveau d'espagnol, vous allez avoir des cours d'espagnol. Attention, vous allez avoir un test. Parle-nous du test. Alors, à savoir que ce test est fiable, mais pas vraiment. C'est-à-dire que Test Welles, on rappelle. il faut savoir que vous allez, on va dire, baisser de niveau. Enfin, c'est-à-dire que le test va vous donner un niveau plus bas que celui que vous avez. On se sait. Voilà. Et il faut pas vous baser là-dessus. Il faut plutôt justement vous dire que vous allez être mis dans un groupe pour progresser. Mais après... Elle est encore là. Je l'ai là. Elle a du mal en parler. Non, mais vraiment, franchement, c'est au final, vous allez vous en rendre compte en parlant avec les natifs et que ce soit les profs, en fait, que c'est pas du tout les tests de niveau qui définissent votre niveau, mais plutôt votre pratique de la langue. Pour les personnes qui vont en Espagne sans nécessairement parler espagnol ou sans forcément le pratiquer, nous, on vous le conseille forcément, parce que c'est ce qu'on a fait et parce que ça nous intéressait énormément. Mais c'est toujours plus facile déjà pour comprendre la culture en fait du pays dans lequel vous venez vivre, parce que si vous êtes totalement à côté de la plaque, ça va se voir, et en fait même en termes d'intégration ça va être peut-être plus compliqué, sauf si vous restez qu'avec des internationaux, mais le but c'est aussi de pouvoir parler avec des natifs, et c'est ça qui va vous faire progresser. Franchement c'est même assez impressionnant comment en parlant avec des natifs on progresse, parce que c'est à dire que c'est même assez différent de l'espagnol qu'on va nous apprendre en France, qui est beaucoup plus formel, et c'est pas du tout leur manière de parler en vrai. Vous avez un espagnol qui est vraiment espagnol scolaire et l'espagnol de la rue, donc colloquial. L'espagnol colloquial, moi pour ma part, je l'avais vraiment avant de l'avoir bien maîtrisé sans faire de faute, peut-être de grammaire. Et du coup, ça faisait un beau contraste parce que vos cours d'espagnol, prenez-les, ça va vous aider, mais vous allez reprendre des bases qui sont importantes. Donc, à l'école, vous allez avoir la grammaire poussée. Aller à l'école des enfants. Oui, non, mais vous allez voir que tout de suite, vous allez l'appliquer. En fait, vous sortez des cours, vous l'appliquez tout de suite, votre grammaire. Du coup, ça va rentrer. Et pour tout ce qui est espagnol colloquial, pareil, vous allez peut-être l'étudier aussi en cours, mais
y faire face tout le temps. Les Espagnols, ils jurent beaucoup. Du coup, vous allez vite capter leurs mots. Leur manière de parler. Ouais, joder, tía, macho, non sais quoi, ça, ils disaient que des trucs comme ça. En plan, je sais pas ce qu'ils disent. Et vous allez aussi voir qu'à Madrid, ils ont un petit accent. Et selon vos régions, ils ont des accents. C'est une ville cosmopolite. Il y a des personnes du monde entier et beaucoup de latinos. Donc du coup, vous allez même apprendre pas seulement l'accent castellano. Là aussi où vous allez différencier, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a énormément qui partent en Espagne en se disant l'espagnol c'est l'Espagne, l'espagnol c'est pas que l'Espagne. Et vous allez voir que comme tu dis, il y a plein de latinos à Madrid et de plein de pays différents. Enfin même nous on était en coloc, que ce soit avec des personnes du Pérou, où il y a brésilien, ça compte pas trop, mais même Venezuela, on a connu des gens là-bas et c'est vrai qu'au final on se rend compte que déjà les accents sont différents, les manières de parler sont différentes, le vocabulaire est différent et les cultures le sont, et c'est là que vous allez apprendre aussi beaucoup de choses sur les cultures des pays même d'Amérique latine, et c'est très intéressant. Vous allez découvrir des choses sur les autres et sur vous en même temps, parce que comme vous restez tout le temps en France, vous vous rendez pas compte de comment vous êtes conditionné par la France. Et une fois que vous voyez des autres personnes dans les cultures, vous dites... Et on va vous faire des remarques, par exemple, ouais, bah tu fais comme ça, ou je sais pas quoi. Vous allez même voir les préjugés qu'on a sur les Français. Vraiment, il y a beaucoup de préjugés quand t'es dans une colocation, c'est drôle. Et il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit, parce que c'est pas du tout méchant, c'est que chacun est conditionné par rapport à sa culture. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on a beaucoup appris, en tout cas toutes les deux, de beaucoup de personnes. C'est très enrichissant, et je pense que ouais, c'est une expérience qui forme, autant sur un point de vue pro et sur les études, parce que c'est vrai que vous allez évoluer, mais même en termes de maturité et d'indépendance, c'est énorme. Voilà, faut vous dire que vos quelques mois d'Erasmus, ça vaudra comme peut-être 1 an dans votre pays, parce que même plus, ça va vous faire grandir. En termes d'évolution, je pense qu'il y a un grand changement. Mais c'est positif, au contraire, justement, c'est pas du tout négatif. Petit conseil avant qu'on finisse cette vidéo par rapport à la culture espagnole et comment s'y adapter et s'y préparer. Donc ça dépend vraiment de votre région, mais je dirais que généralement les Espagnols ils sont vraiment très chaleureux, ils vont être très gentils avec vous et vous dire beaucoup de mots mignons. Et ça c'est aussi beaucoup d'Amérique latine, mais espagnol aussi. Ils vont vite vous proposer des choses, etc. Donc ils sont très avenants vers vous, donc l'inclusion elle est facile. Et après, c'est vrai que nous, les Français, on a l'air assez froid par rapport à eux. Et selon, je pense, certaines personnes, ça se peut que des fois, vous allez avoir des remarques par rapport à votre nationalité française. C'est pas du tout méchant, mais c'est déjà arrivé qu'on s'est pris des réflexions par rapport à ça. Et c'est par rapport à la guerre, c'est par rapport à notre histoire, par rapport à nos deux pays. Mais bien sûr, toujours dans la bienveillance, vous pouvez très bien leur dire, écoutez, ça c'était avant et moi je sais pas de qui tu parles, mais c'est pas moi. Et voilà, faut pas laisser non plus passer, il faut beaucoup communiquer avec les personnes pour qu'on se rende compte. Au niveau aliments et boissons en Espagne, il y a beaucoup de bonnes choses, profitez-en, essayez vraiment des plats typiques, même je dirais latino, parce que en Madrid je pense que vous pouvez, et c'est de très bonne qualité, il y a des très bons restaurants. Et surtout profiter de chaque région, de leur culture, de qu'est-ce qu'ils vont manger et boire là-bas, et vraiment profiter. Après, par rapport à Madrid, pour se déplacer c'est très facile depuis Madrid, vous pouvez faire plein de petites villes, et généralement depuis d'autres villes vous pouvez aussi en faire d'autres. Et par exemple Madrid, vous pouvez très bien aller à Tolède juste avec votre carte de transport. Vous pouvez même, je pense, aller à Salamanque ou à Lila. Et aussi profiter de la ville et d'aller voir le Real ou l'Atlético ou le Barça. Profiter. Aussi, il n'y a pas d'horaire là-bas en fait. Enfin, pas vraiment. Donc si vous restez figé sur les horaires qu'on a en France, ça va être très compliqué. Parce que en fait, vous mangez à n'importe quelle heure de la journée. Souvent quand même, plus ou moins, le repas du midi c'est vers 14h. Et le repas du soir vers 21h. Mais bon, c'est souvent quand même plus tard. Donc il faut pas être surpris de ça, c'est-à-dire que si vous allez manger à midi, franchement, même à la cafette de la fac, ils sont en train de prendre leur petit-déj. Là, ils sont en train de prendre leur croissant avec leur café. Ne soyez pas surpris. Et au final, maintenant, je trouve que c'est quand même hyper bien dans le sens où chacun s'adapte et mange à l'heure qu'il veut, quoi. C'était nos conseils par rapport à votre Erasmus à Madrid
ou en Espagne tout court. Et si jamais ça vous intéresse, on fera une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, moi je prépare un nouveau échange qui est au Chili en Amérique latine. Donc peut-être que si ça intéresse, je ferai une vidéo sur le Chili en Amérique latine en échange international, qui est un peu différent de l'échange Erasmus qui reste en Europe. On vous fait des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo. Et besitos!